Donc juste le temps de mettre, j'ai fait un transparent quand même parce que la journée a été très riche, hein, et d'ailleurs je voulais m'excuser par avance par rapport aux intervenants si je mentionne pas explicitement ce qu'ils ont dit, hein, c'est un peu dur de faire toute cette synthèse avec tellement d'éléments. Et par ailleurs aussi, je voulais aussi renvoyer la balle au public. Hein. J'ai trouvé que les interventions qui avaient été, les différentes interventions du public étaient vraiment tout à fait pertinentes et puis avaient permis aussi finalement de soulever de nouvelles questions et d'enrichir le débat. Alors donc, on m'a confié la tâche de faire la synthèse de cette journée. Donc en fait, vous allez voir que finalement, je vais plutôt adopter un ton plutôt optimiste, hein, ce que j'en tire des différents éléments. Alors donc premier élément positif, hein, ce qu'on peut retenir hein, d'une présentation purement économique de la situation de la nouvelle économie, c'est que cette économie, hein, donc le territoire a connu quand même une augmentation de son niveau de richesse globale remarquable. Donc, il y a eu quand même... Qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette économie a un PIB par habitant qui est proche de celui de la France, qui est beaucoup plus élevé que celui de certaines îles proches du Pacifique, et beaucoup plus élevé que celui des départements français d'outre-mer, qu'on explique d'ailleurs non pas par la productivité du travail, hein, d'après la dernière intervention, mais par un écart en termes d'emploi par habitant. Par ailleurs, il y a une amélioration sensible des performances sociales sur l'ensemble du territoire aussi, hein, en termes d'espérance de vie. Et alors peut-être que là, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'indicateurs autres que des indicateurs économiques, mais des indicateurs en termes d'espérance de vie, en termes de santé. Mais en tous les cas, on sait qu'il y a eu de l'amélioration de ce niveau-là. Et également aussi en termes d'éducation. Donc, alors, quelles sont les principales caractéristiques que j'ai retenues, hein? Donc, finalement, il y a des bonnes performances en termes d'emploi qui sont liées à des effets démographiques, hein, mais qui ne sont pas forcément liés à une meilleure productivité du travail. Donc ça, j'y reviendrai. Les effets exercés par le secteur du nickel, ils semblent importants. Alors, hein, bien entendu, on a bien vu que dans la répartition de la valeur ajoutée, ça représentait très peu de choses, mais hein, il faut quand même tenir compte des effets indirects hein, qui sont produits par ce secteur et les effets induits sur toute l'économie. Et alors, notamment, on a bien vu avec les graphiques qui ont été montrés par les gens qui travaillent à l'Institut des statistiques que ce secteur, hein, le secteur du nickel, c'est un secteur qui est fortement dépendant des fluctuations du prix du nickel, et donc il influence le commerce extérieur de la Nouvelle-Calédonie, les anticipations des agents et dans une moindre mesure la conjoncture. Hein. On a vu que finalement il y avait eu quand même une relative stabilisation ces dernières années du taux de croissance de l'économie. Alors, autre caractéristique, c'est qu'il y a un poids important du secteur public, notamment en termes d'emploi. Il y a aussi, bien entendu, le poids des transferts publics qui décroît, mais qui demeure toujours aussi important. Et la caractéristique qu'on a vue, c'est que le développement de la Nouvelle-Calédonie, il était soutenable, a priori, mais il pouvait être aujourd'hui associé à des dégradations environnementales et il n'exploite pas toute la richesse du territoire. Donc, quelles sont les pistes de réflexion pour penser le devenir de la Nouvelle-Calédonie? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les exposés qui montraient un peu la diversité des trajectoires des petites économies insulaires et le fait de replacer la Nouvelle-Calédonie par rapport à ces autres expériences. Alors, première chose, qu'est-ce que j'ai retenu? Moi, je ne suis pas une spécialiste des petites économies insulaires, donc moi, ce que je retiens quand même des exposés, il n'y a pas de malédiction associée au fait d'être une petite économie insulaire. Alors, pourquoi? Puisqu'on nous a présenté des exemples de petites économies insulaires qui présentaient des très bonnes performances économiques,
Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y avait plusieurs modèles économiques qui existaient au niveau de la croissance de ces petites économies insulaires, qui pouvaient transiter par des phénomènes migratoires, par le développement du tourisme, ou d'autres facteurs d'attractivité comme la qualité de vie, les avantages fiscaux. Alors, deuxième point, il y a quand même des obstacles à surmonter qui sont communs à ces petites économies insulaires, qui sont liés à l'étroitesse des marchés, les coûts élevés de production. Mais finalement, qu'est-ce qu'on retient? C'est que chaque expérience est unique et la Nouvelle-Calédonie, dans cet ensemble de petites économies insulaires, a ses propres spécificités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a ses propres atouts et aussi elle a également ses propres limites. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, quelle que soit l'issue du référendum, il est fort probable que le poids des transferts publics continuera à baisser. Donc, c'est le cas de toutes les collectivités territoriales en France. Donc, ça soulève même des tollés pas possibles. Donc, cette évolution, elle impose, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, de s'interroger sur les moteurs de croissance qui pourront prendre le relais de ces transferts publics. Les conditions de financement de ces moteurs de croissance, les conditions de soutenabilité, notamment en termes de maintien, voire d'amélioration de la cohésion sociale quand même du territoire. C'est très important. Alors, il y a une chose qui me semble importante et qu'a souligné Olivier Sudry, c'est que les transferts publics, c'est pas seulement un transfert de revenus, c'est des transferts en termes de capital, en termes de défiscalisation, et il nous a montré que ça pouvait être aussi un transfert de pouvoir d'achat international qui est lié à la surévaluation de la monnaie. Donc, en fait, généralement, c'est vrai qu'en tant qu'économiste, on s'interroge surtout sur l'effet des transferts en provenance de la métropole en termes de transfert de revenus, mais il y a également ces autres effets qu'il est important d'en tenir compte. Alors, sur les moteurs de la croissance, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, première question, finalement, est-ce que le nickel peut-il donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de son indépendance? Bon, alors, donc clairement, en fait, donc ça représente 10% de la richesse, c'est pas négligeable, mais ça représente seulement 2,5% du total des recettes budgétaires de l'économie néo-calédonienne. Et en réalité, en fait, la question qu'a apportée Olivier Sudry, je pense qu'il a été assez clair, c'est clairement non. Pourquoi? Parce que ça suppose des scénarios qui sont inimaginables en termes de changement de régime fiscal, d'impôt sur les sociétés, en termes d'évolution du cours du nickel et en termes de niveau des exportations. Donc, il faut faire attention. Puis, par ailleurs, je vous rappelle que c'est quand même très risqué de faire reposer une économie sur la seule exploitation d'une ressource naturelle. Il y a ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles qui est commune à toutes ces économies qui se sont spécialisées là-dessus. Donc, finalement, y a-t-il des relais de croissance hors du secteur nickel? Donc, moi, ce qui me paraît important, c'est que qu'est-ce qu'ont montré les interventions? C'est que finalement, il y avait des relais de croissance en Nouvelle-Calédonie hors du secteur nickel. Donc, Séverine Blaise nous a notamment montré qu'il était possible de mener une diversification basée sur la valorisation du patrimoine commun, le patrimoine humain, social, la biodiversité. Donc, essayer d'exploiter ce patrimoine qui est exceptionnel, puisque finalement, la contrepartie, c'est qu'à partir de cette exploitation de ce patrimoine, il est possible de produire des biens et des services différenciés à forte valeur ajoutée. Et donc ça peut passer par la valorisation de ce patrimoine, par la requalification de certains secteurs, comme la revalorisation de la terre et l'importance de l'économie sociale et solidaire. Alors, donc, hormis dans ce capital immatériel, ce qu'a montré la dernière intervention, c'est qu'il y avait des marges de manœuvre en termes d'amélioration du capital humain. C'est-à-dire que le capital humain, c'est aussi un facteur très important pour la croissance d'un pays. Et donc, il existe des marges de manœuvre, non seulement en termes de formation des jeunes, mais également de l'ensemble de la population, et aussi en termes d'amélioration de la productivité du travail.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des efforts très importants qui ont été faits en dépenses d'éducation et que ces efforts-là, il faudra les poursuivre. Enfin, il y a d'autres modalités de la croissance qui est finalement la possibilité de se baser sur des facteurs externes, c'est-à-dire les exportations, les transferts publics, privés, les investissements directs, qui, comme nous l'a montré Bernard Poirine, exercent un effet multiplicateur sur les petites économies insulaires. Donc, alors notamment, qu'est-ce qui nous a montré, c'est que il y avait un effet multiplicateur important en Nouvelle-Calédonie qui avait été joué par les investissements directs et bien sûr par les transferts de la métropole. Donc finalement, cette dernière modalité de source de croissance, ça m'amène à poser comme question comment améliorer les exportations. Donc on pourra les améliorer avec des gains de productivité, donc non seulement des gains de productivité en termes de productivité du capital, mais de productivité du travail, et comment améliorer l'attractivité finalement du territoire pour compenser la baisse des transferts publics. Alors bien entendu, ces modalités, repenser les modalités de croissance, c'est aussi repenser les conditions de financement. Alors, donc la première question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est finalement comment peut-on définir l'autonomie financière? Donc, il y a un certain nombre d'intervenants qui pensent que finalement, c'est quoi l'autonomie financière? C'est avoir un solde courant nécessairement équilibré et avoir un budget nécessairement équilibré. Bon, alors moi, je ne serais pas aussi radicale, parce que dans ces cas-là, je pense que la France n'est pas du tout en autonomie financière, en prenant ces critères-là. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Il ne faut pas avoir nécessairement un solde courant équilibré ou des importations complètement couvertes par des exportations. Alors, la preuve en est, c'est que justement, quand vous attirez des capitaux extérieurs, ça a des effets d'entraînement sur la Nouvelle-Calédonie, donc il ne faut pas se priver de cette attraction de capitaux extérieurs. Alors, bien entendu, il y a aussi une soutenabilité qui se posera, il ne faut pas avoir un niveau d'endettement extérieur complètement faramineux. Mais en tous les cas, je pense qu'une bonne question, c'est de se poser, c'est quoi l'autonomie financière? Alors attendez, c'est quoi l'autonomie financière pour une petite économie insulaire? Alors, sur les conditions de financement, il y a une question qui peut se poser, c'est qui paraît comme ça importante. Moi, je la considère pas si importante que ça finalement. C'est est-ce qu'il faut faire évoluer le régime de change? Donc, c'est tout le temps la distinction entre est-ce qu'il faut renoncer à l'ancrage sur l'euro au bénéfice d'une autonomie monétaire, ou au contraire rester ancré à l'euro, qui a l'avantage d'apporter de la crédibilité. À l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? C'est que les petites économies insulaires, ça c'est vrai, c'est un constat, elles sont généralement en régime de change fixe. Donc, dire qu'on est en régime de change fixe, ça ne signifie pas forcément rester ancré sur l'euro, mais ça peut être aussi finalement se poser la question, est-ce qu'on peut changer de monnaie d'ancrage? Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas finalement convenir d'un ancrage sur un panier de devises? Et donc, si je prends par exemple les résultats qui ont été trouvés par Lisa et Samuel, ils montrent que notamment quand vous avez du dollar américain, ça exerce un effet positif sur les échanges commerciaux des pays du Pacifique. Donc, vous voyez, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, deuxième aussi, les conditions de financement. Alors bien sûr, ça va être, je pense que ça c'est un gros chantier. C'est finalement comment accroître les recettes fiscales. Donc, faut-il finalement accroître les prélèvements obligatoires ou au contraire trouver d'autres sources de rentrée fiscale? Et là encore, il semblerait que la Nouvelle-Calédonie dispose de marges de manœuvre possibles, puisque d'après, moi je suis pas du tout donc spécialiste de la fiscalité, mais d'après ce que j'ai compris, ce qu'on m'a clairement indiqué, c'est que finalement la Nouvelle-Calédonie a une large autonomie fiscale avec un arrimage à l'Europe, mais sans en subir les contraintes réglementaires. Donc il y a donc, alors après on peut discuter de ce qui peut être mis en place, mais en tous les cas, il y a des marges de manœuvre possibles de ce côté-là. Et bien entendu,
penser les conditions de financement de la croissance, c'est aussi repenser les politiques de développement. Donc, en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien entendu, il va y avoir un nouveau tournant qui est lié au référendum, qui va supposer de consolider un certain nombre d'acquis, de peut-être repenser certaines stratégies. Bref, pour moi, il y a un vaste chantier qui s'ouvre. Donc, d'un point de vue purement d'une économiste, c'est bien sûr très passionnant. C'est passionnant. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la Nouvelle-Calédonie pourra-t-elle y faire face ? Alors, moi, j'ai envie de répondre, oui. Je pense que l'économie a fait preuve d'une certaine résilience, si on regarde un peu son histoire. Il y a une capacité quand même d'adaptation face aux évolutions économiques et sociales et politiques du pays. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a donc des marges de manœuvre qui restent à exploiter. Et donc, finalement, c'est maintenant à vous, finalement, de trouver un consensus pour se mettre d'accord sur ces marges de manœuvre qui vous restent à exploiter. Voilà.